Bonjour tout le monde, est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est excellent. Parfait, on va attendre une ou deux petites minutes avant de commencer. Allô Hélène? On y va Julien? C'est bon pour toi? Ben Euh, oui. Parfait, donc bonjour à toutes et à tous. On est très content de réouvrir notre séminaire du crash, les échos du crash sur les questions de droit au logement. Et aujourd'hui, on accueille avec un grand plaisir Julien Simard, qui est chercheur, gérontologue social et critique, qui va nous présenter une allocution sur les divers visages de la maltraitance et de la violence envers les locataires aînés. Julien est formé en anthropologie de la santé, en études urbaines et en travail social, et il travaille depuis plus de 14 ans sur les thématiques directement liées au vieillissement. Julien, on est ravis de t'entendre sur un sujet vraiment important. Je vais te laisser éventuellement nous dire d'où viennent les recherches que tu nous présentes, si c'est un mix entre ton nouveau livre et puis des recherches menées au sein de l'action concertée. Et puis, à la fin de ta présentation, on aura évidemment un moment de questions-échanges avec les personnes en ligne. Donc, n'hésitez pas. Pour information, les échos du crash sont enregistrés pour pouvoir être rediffusés par la suite sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, vous pouvez aussi regarder l'intervention de Julien Simard. Julien, je te laisse la parole. Excellent. Ben merci d'être là, premièrement. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc aujourd'hui, ce que je vais présenter, je vais rentrer un peu plus en détail, là. Je vois beaucoup de gens de comité logement. Comme je dis souvent aux gens de comité logement, je vous apprendrai pas grand-chose aujourd'hui, mais on va amener la réflexion peut-être un peu plus loin, parce qu'évidemment, nous, ce qu'on fait, bon, avec Hélène, entre autres, avec toi aussi, Violaine, Hélène Bélanger qui est là, présente aussi, c'est documenter un peu la précarité locative des locataires âgés, hein. Et bon, mais ça va de soi que pour les gens de comité logement, c'est vraiment, vous êtes frontline, vous êtes sur la ligne de front avec ces dynamiques-là, avec ces enjeux-là. Donc, je vais partager mon écran. Ça sera pas bien long, j'ai un beau PowerPoint. Alors, on va mettre ça en full screen. Voilà. Alors, les divers visages de la maltraitance et de la violence envers les locataires âgés. Parce que vraiment, dans toutes ces études-là sur la précarité locative des aînés, ce qui ressort, c'est vraiment là, toutes ces dynamiques relationnelles de violence là, de la part de propriétaires ou de concierges là, pour faire pression sur les locataires pour obtenir leur départ. En gros, là, si on pouvait le résumer en une phrase, ça serait ça. Donc, les données que je vais présenter aujourd'hui sont issues notamment d'une action concertée qu'on est en train de terminer, dirigée par Hélène ici présente, sur laquelle siège aussi Martin Gallier, Louis Gaudreau, Violaine Jolivet ici présente, Megan Joy, Isabelle Marchand, moi et Renaud Goyer ici présents, ainsi que mes propres recherches doctorales menées un peu avant et qui sont présentées dans ce livre que j'ai publié au printemps. OK? Fait que si vous voulez continuer la réflexion, je vous encourage à aller chercher mon livre dans une bibliothèque ou l'acheter, peu importe. Voilà. Donc, ça commence où cette histoire-là? Les enjeux des problèmes là, liés au vieillissement, ça fait longtemps qu'on en parle au Québec, mais ça fait pas longtemps que c'est un problème public, dans le sens que ça fait pas longtemps que c'est aussi présent dans les médias, dans la législation, dans les discours publics. Je dirais autour de 2014, là, quand Françoise David notamment a commencé à parler de la nécessité de faire une loi pour protéger les locataires aînés. Et d'ailleurs, un peu plus vers la fin de la présentation, on va présenter un petit tableau qui
Hein, Monsieur Gallier, avec son étudiant Benjamin Paré, ont fait une analyse de la jurisprudence de cet article-là. On va donc en pouvoir en qualifier la portée, hein, qui est, je vous le dis déjà tout de suite, assez limitée. Donc, ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était Pierino Di Tono qui était donc ce cinéaste, photographe qui avait été, bon, qui avait vécu une tentative d'éviction assez médiatisée là à l'hiver 2016, juste avant que la loi entre en vigueur. Ok? Il est mort finalement. Donc, on continue. Euh, pour y aller rapidement, là, c'est sûr que quand on est dans le domaine du vieillissement au Québec, on parle souvent des plans MADA, hein, les plans municipalité amis des aînés, ville amis des aînés. Hein. Le Québec est comme un fer de lance là-dedans. On a quasiment 1300 municipalités qui en ont. Montréal a sa stratégie municipale pour les personnes aînées 23-30. C'est la troisième mouture. Bref, beaucoup de plans d'action. Le problème, si on regarde le bilan, là, oups, ça devrait être 2022 ici et non 2030, désolé, petite erreur, petite coquille, 2020, désolé même, parce qu'il y a eu un hiatus de 2 ans à cause de la pandémie. En termes de logement, les plans MADA sont quasiment inutiles. Parce que, bon, les logements, on le sait, c'est un enjeu qui est surtout géré par le provincial, bon, en ce qui a trait au Code civil, mais en ce qui a trait aussi au fonds dédié aux logements sociaux et communautaires. Là, on le sait qu'Axélogie n'existe plus, donc on peut même se demander s'il reste des fonds hein, à travers le FAC. Il n'y a pas eu grand construction de logements sociaux et communautaires. Ils nous l'ont pris des collègues récemment. Fin de la parenthèse. Bref, à Montréal, le plan d'action MADA, c'est principalement euh, comment dire, une plateforme dans laquelle inscrire toutes les initiatives des différentes divisions de la ville entre elles, mais les plans MADA n'ont pas de financement provincial, sauf des tout petites enveloppes, presque pas de financement municipal. Donc, c'est principalement des discours et non des pratiques. Sauf peut-être quand il est question d'urbanisme très, très local, là, changer des feux rouges, mettre des bancs, etc. Mais pour ce qui est de mesures plus structurelles comme le logement abordable, mais véritablement abordable, c'est un problème. Donc, dans son bilan là, de son plan d'action 2018-2020, la Ville de Montréal disait l'offre résidentielle abordable destinée aux personnes aînées a augmenté avec des projets comme celui de l'OMHM dont la construction s'est achevée en 2022. Là, on parle donc du projet de 193 unités au métro Rosemont, qui est super, mais qui réglera nullement les problèmes de précarité résidentielle chez les locataires âgés à Montréal. Donc, dans leur bilan, c'est tout ce qu'ils ont trouvé à mettre. C'est un projet qui était même enclenché avant euh, le début de ce plan d'action-là. Donc, bref, les politiques publiques ont très peu de portée. Ça, c'est encore dans le prochain plan Ville Amie des aînés de Montréal, celui que je vous présentais jusqu'en 2030. Hein, qu'est-ce qu'on dit? On nomme les besoins prioritaires en habitation, en économie, en santé. Hein, on se propose d'éliminer la faim, de créer des habitations salubres et abordables, de contribuer à accroître la disponibilité de logements salubres et abordables pour les personnes aînées. Bon, bref, ça reste du discours extrêmement large et finalement discursif. Hein. Il y a très peu d'actions réelles qui sont derrière ça. Alors qu'au même moment, vous le savez très bien, celles et ceux qui sont dans les comités logement et même les autres, les prix du marché sont extrêmement élevés là. Hein. À Montréal, on parle de sur Kijiji, donc c'est l'étude du ROCLAC ici. La plus récente, on a ici le ROCLAC qui est avec nous. On parle de 1615 $ en moyenne pour un 4,5 à Montréal. Le, le, le- le revenu moyen des aînés à Montréal est autour de 23 000, 24 000. C'est le revenu médian même. Dollars. Donc, déjà, avec ces revenus-là, c'est très dur de se loger. Donc, pression grandissante sur les locataires vieillissants, vieillissantes. Pourquoi on dit que les personnes vieillissantes dans le parc locatif privé sont plus vulnérables que d'autres? Bien sûr, là, je veux dire, beaucoup de catégories de locataires vulnérables, même être locataire à la base, c'est quand même
un statut social assez vulnérable parce qu'on n'a pas de sécurité d'occupation garantie. La première variable, c'est le fait d'être locataire de longue date. Pourquoi? C'est très simple. L'écart se creuse entre le prix du loyer payé et le prix du marché. Donc, il peut y avoir des écarts de plusieurs centaines de dollars. Et on a vu ce découplage-là vraiment, bon, il existait déjà, mais il est vraiment parti presque en exponentialité après les années 2010, tout de suite après. Le deuxième enjeu, c'est l'isolation sociale. Près d'un quart des personnes aînées à Montréal, dans les quartiers centraux, sont en situation d'isolement social. Donc, quand on a un problème, quand on reçoit une lettre, etc., beaucoup plus compliqué de trouver des ressources, de faire sens de ce qui se passe, etc. Troisièmement, les enjeux de santé et de disponibilité des services, c'est sûr que ça peut contribuer à la précarité résidentielle. Pourquoi? Parce que si les gens ont besoin de services du CLSC, par exemple, ça peut affecter évidemment le droit au maintien dans les lieux ou la capacité au maintien dans les lieux, ne serait-ce parce qu'il n'y a pas de service ou les listes d'attente sont très longues. Donc, dans l'entre-deux, une perte de capacité, ça peut vouloir dire même une assignation à domicile, l'impossibilité de quitter son logement, une plus grande vulnérabilité s'il y a un problème de logement avec le propriétaire, etc. Le fait de dépendre de revenus fixes, évidemment, ça n'aide pas. Quand les pensions sont pas suffisamment indexées à l'inflation, surtout les pensions fédérales sur lesquelles se reposent en fait beaucoup de personnes aînées précaires. Donc, si cet écart-là se creuse, ben, notre capacité à trouver un nouveau logement, dans le cas d'une éviction et autres, s'amenuise. Le coût de l'électricité monte sans arrêt, etc., etc. Donc, il y a une précarité énergétique qui, de plus en plus, vient euh, s'ajouter à cette précarité résidentielle-là, et même alimentaire, hein. On le sait avec l'augmentation du prix de la nourriture. Et finalement, ben, toutes les oppressions systémiques, sexisme, âgisme, racisme, capacitisme dans le parcours de vie, mais qui peuvent se cumuler aussi. Évidemment, en travaillant là-dessus depuis longtemps, j'ai remarqué, c'est peut-être un biais à cause que il y a plus de femmes qui nous parlent, mais beaucoup de femmes sont âgées, seules, sont locataires en fait. Et il y a certainement des effets du sexisme là, et de l'âgisme qui sont assez saillants. Par exemple, le fait de ne pas avoir cotisé à des régimes de pension comme le RRQ au cours de sa vie parce que on a fait des petits boulots, on a fait du travail de care à la maison, etc. Ça fragilise la position économique des femmes aînées, évidemment. Et on a plein de données pour montrer qu'elles sont en effet plus précaires que les hommes. On continue. Bon, la précarité résidentielle, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, là. C'est un cadre conceptuel que j'ai fait à partir de d'autres chercheurs. Mais c'est pour vous dire que moi, j'identifie en gros 4 grandes situations là, dans le parc résidentiel privé. La sécurité d'occupation, ça c'est quand juridiquement tout va bien, empiriquement tout va bien, ça veut dire empiriquement dans les faits, là, sur le terrain, tout va bien. Et la perception de la personne est qu'elle est sécure et qu'elle peut rester là. Après ça, on peut voir des gens en situation de menace indirecte. C'est quoi menace indirecte? C'est ce qu'on appelle le déplacement indirect en général en études urbaines, c'est-à-dire le fait de plus se sentir chez soi dans un quartier donné. On voit que les commerces changent, on voit que la population change, elle rajeunit, hein. On voit des youthifications dans les quartiers centraux, on a un rajeunissement. On voit les quartiers changer, donc la personne n'est pas nécessairement menacée au plan juridique, c'est-à-dire qu'elle a poursuivi un avis d'éviction de reprise, mais là, les évictions sont gelées pour 3 ans, normalement, à moins qu'il change d'idée. Mais la personne, empiriquement, commence à faire, oh là, il y a un petit danger ici, mon bloc, il me semble que le propriétaire pourrait être tenté de le vendre, on dirait. Là, le prix du marché est attrayant pour faire une passe de cash, comme on dit. Et donc, c'est là, la menace indirecte, c'est à cette étape-là que des gens vont se dire, ouais, ben là, il faudrait peut-être que je pense à mes affaires. J'aimerais ça déménager, mais oups, j'essaie de chercher un logement, il n'y en a aucun, parce que tout est trop cher. Menace directe, là, c'est quand la personne n'est pas encore, c'est pas encore impossible de garder son logement, donc le droit au maintien dans les lieux est théoriquement garanti parce qu'il n'y a pas encore d'avis valide de reprise ou d'éviction. Là, je parle d'avant le moratoire. Mais le propriétaire ou les hommes de main font des pressions
donc du harcèlement, usage de la violence, on pourrait dire maltraitance aussi, pour miner la capacité à la personne de rester chez elle finalement. Donc, d'obtenir un départ réactif qui termine en expulsion, où il n'y a plus grand-chose qui tient, plus aucune protection. Vous le savez, il y a eu une modification du fameux article 1959.1 de la loi Françoise David récemment, en juin, euh, via le projet de loi 65. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi les nouvelles variables, les nouveaux critères de cet article-là? Un locataire, un propriétaire, ne peut reprendre un logement ou en investir un locataire si ce dernier ou son conjoint, très important, au moment de la reprise ou de l'éviction, est âgé de 65 ans et plus. Donc avant, c'était 70. Ils ont baissé ça à 65. Occupe le logement depuis au moins 10 ans. Et puis là, on a vu dans l'étude de la jurisprudence qu'il y a des cas qui ont été refusés pour une journée de différence. Donc c'est vraiment 10 ans jour pour jour. A un revenu égal ou inférieur à 125% du revenu maximal lui permettant d'être admissible à un logement à loyer modique. OK? Toutefois, le locataire peut reprendre le logement dans l'une des trois exceptions suivantes. Il est lui-même âgé de 65 ans et plus et souhaite reprendre le logement pour s'y loger. Le bénéficiaire de la reprise est une personne vieillissante. Il est un propriétaire occupant âgé et souhaite loger un bénéficiaire âgé de moins de 65 ans, donc proche aidant, proche aidante. OK. Voilà les nouveaux critères. Puis vers la fin de la présentation, je vais vous montrer la vieille version. C'était quoi son efficacité juridique? Donc, cette recherche-là qu'on vient de terminer, on a fait une enquête qualitative sur 3 terrains, Petite-Patrie, Saint-Jérôme, Longueuil, pour essayer de voir si les dynamiques étaient différentes. Parce que moi, mon étude que j'avais faite, c'était vraiment montréalais, montréalo-centriste, et finalement, on se disait, bon, est-ce que la gentrification a tant un rôle à jouer ou c'est plus une histoire de spéculation foncière puis de prix de l'immobilier? Et on s'est rendu compte que, en gros, c'est pas mal les mêmes dynamiques à Saint-Jérôme, à Longueuil puis à la Petite-Patrie. Même si la Petite-Patrie, on peut dire que est dans une gentrification très avancée. On a parlé à des gens dans des coins de Longueuil qui n'étaient pas nécessairement dans des quartiers qualifiés de gentrifiés, mais où il y avait quand même des dynamiques spéculatives puis de concentration. Tu pourrais peut-être rajouter quelque chose là-dessus vers la fin, Hélène, mais des dynamiques spéculatives et foncières qui faisaient que, encore une fois, d'être pris pour un propriétaire avec un aîné locataire qui paye un loyer sous le marché, c'est un problème pour eux, évidemment. Parce que, on s'en souviendra, le logement n'est pas un droit, mais bien une marchandise. Phase 1, on a fait des entrevues de type focus group avec des intervenants pour mieux comprendre le problème. On a parlé à des locataires âgés aussi dans les trois endroits. Des portraits régionaux, sociaux, démographiques, l'analyse foncière, l'analyse de la jurisprudence, et on est en train de terminer les analyses. Donc, hein, 38 répondantes à qui on a parlé, moyenne d'âge 73, 71, 72, des revenus pas vraiment élevés. Saint-Jérôme, c'est assez pauvre comparé aux deux autres municipalités. 18 000 par mois de revenus. Imaginez un loyer là, à 1400 pièces sur 18 000. On n'est pas loin du trois quarts du revenu annuel. Petite patrie, 26 000. Le moyenne de revenus des gens à qui on a parlé, là, c'est pas les moyennes statistiques au sens du recensement. Coût du loyer moyen payé, 673, 698, 883. Déjà là, c'est en dessous du marché et de beaucoup. Hein? Fait que c'est normal que les gens qui en ont parlé, qui sont en situation de précarité résidentielle d'un bout à l'autre du continuum, ben, et voilà, ils paient des loyers parfois 3 fois moins élevés que le marché. On continue. All right. Là, il est quelle heure? Ok. Oh, juste midi, là. On a classé les épreuves qui étaient vécues par les gens, donc des épreuves, c'est-à-dire des problèmes, là, ça nous vient donc de Renaud ici, puis Martuccelli. 3 types d'épreuves. Interactionnelles, c'est un peu à ça que je vais m'intéresser davantage aujourd'hui, donc aux problèmes qui s'immiscent dans la relation locative entre un propriétaire et un locataire. Pression d'éviction du nouveau propriétaire, menace d'éviction. C'est souvent des menaces d'éviction comme ça, hein. Les propriétaires irrespectueux, des modes de vie conflictuels avec les voisins, ça on le voit beaucoup.
harcèlement du représentant du propriétaire pour quitter, harcèlement du propriétaire pour faciliter les augmentations. Donc, ces formes-là de harcèlement, elles reviennent vraiment souvent. C'est d'aller souvent là, cogner à la porte, de téléphoner, d'être violent, d'être rough. Donc, les gens se sentent pas en sécurité puis se sentent obligés d'accepter les nouvelles conditions. Financière, déménagement dans une autre unité, augmentation abusive, encore des augmentations abusives. C'est souvent assez courant. Spatial, donc des épreuves spatiales comme telles, la vermine, on a trouvé ça. Pression pour faire des évictions, des problèmes de rénoviction, des entrées non autorisées dans le logement. Là, c'est sûr que toutes ces épreuves-là résonnent ensemble, évidemment. On les a séparées, mais ils pourraient être toutes aussi liées. Bref, voilà un peu le portrait général de quelques cas là, qu'on a analysés. Oups. OK. Évidemment, quelques constats sur le terrain, là, l'augmentation abusive, j'en ai parlé. Des baux non conformes. Il y a beaucoup de gens qui ont des baux non conformes. Euh, des reprises illégales. En fait, les travaux de Martin Gallier montrent que le contentieux qui se retrouve au TAL, si je ne me trompe pas, c'est entre 1 et même pas 10% selon les causes de ce qui se passe réellement sur le terrain. Fait que la plupart du louage locatif au Québec se déroule en dehors de tout contrôle du TAL, en fait. Donc, dans l'informalité. Et c'est dans cette informalité-là que peut subvenir l'abus, parce que finalement, dans cette relation-là entre un propriétaire et un locataire, c'est une relation qu'on pourrait qualifier de féodale. C'est pas une métaphore, là. C'est une relation de servitude. C'est un contrat, bien sûr, mais quand ce contrat-là n'est pas, comment dire, scrutinisé ou soumis à une vérification, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un contrat au sens légal du terme? Pas sûr, pas sûr. C'est plus un contrat relationnel et puis c'est là que ça peut faire problème. Là, les RPA, évidemment, là, j'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, mais on les a vus au Mont-Carmel et d'autres. Conversion de vocation, éviction massive et tout. Modification de blocs en condo, donc des conversions en condominium, ça on voit ça aussi. Des nouveaux règlements, des espèces de règlements internes là, que certains propriétaires font dans leur logement, surtout des multiplexes. Et puis évidemment, la connaissance des droits est très complexe. Même moi, je suis pas juriste, mais ça fait un bon bout que je travaille là-dessus. Je suis quand même rendu tout le temps sur le site du Code civil ou autre pour recomprendre les articles de loi et lire des décisions et tout ça, parce que c'est vraiment un monde qui est assez hermétique, celui du droit, euh, et surtout du droit au logement. Et ça change souvent. Donc là, si on s'intéresse un peu plus davantage à la maltraitance comme telle, je vous invite à aller voir, j'ai fait un podcast avec le CREGES l'année passée. J'ai mis l'adresse ici au bas, mais vous pouvez aller voir dans Google ça ici, la maltraitance des personnes vieillissantes dans le parc locatif privé, où j'ai interviewé plusieurs personnes, dont Martin Gallier du Roclac, Hélène ici présente, mais aussi la police, des avocats, oups, pour démontrer en fait que quand il y a cette violence-là, moi je voulais comprendre c'était quoi les recours, euh, qu'est-ce qu'une personne aînée peut faire, parce que c'est un problème qui est vraiment non seulement sous-étudié, mais qui est sous-reconnu par les pouvoirs publics, à commencer par le gouvernement provincial. C'est comme si ça n'existait pas. Et pourtant, c'est très, très, très présent, hein. En termes de maltraitance au Québec, en termes de maltraitance envers les aînés, on a fait beaucoup de chemin quand même dans les dernières années. Il y a des grandes initiatives autour de la maltraitance financière. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. L'autorité des marchés financiers, la SQ, les corps de police. Il y a plein de gens qui sont là-dedans, là, sur la fraude des petits-enfants, la fraude fiscale, la fraude au téléphone. OK, ça, on en parle. C'est une forme de violence qui est plus ou moins prise en charge par les pouvoirs publics et les institutions parapubliques. Sauf que quand on parle de maltraitance dans le parc locatif privé, ça passe sous le radar. Là, je vais vous montrer un peu les détails de ça après. Mais en gros, la police, ce qu'ils dit, c'est que tant qu'il n'y a pas de voie de fait
Ils font rien. Ils peuvent rien faire. Puis, monter la preuve de tout ça, c'est vraiment compliqué. C'est pas tout le monde qui a les capacités de le faire. Souvent, ça se passe dans l'informel, dans le verbal. Donc, quand on nous dit, ouais, mais il y a des recours contre la maltraitance, c'est plus ou moins vrai. Il y a comme une zone de non-droit, en fait, dans la relation locative, dans la relation entre les propriétaires et les locataires. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous aurez écouté ça. C'est 2 épisodes que j'ai fait moi-même. Alors, on continue. En 2017, il y a une loi sur la maltraitance qui a été adoptée. Et malheureusement, ça n'a pas empêché l'hécatombe de se produire en CHSLD, dans les résidences intermédiaires et autres, durant la pandémie, évidemment. Hein, c'est ça, au Québec, souvent, et dans d'autres juridictions, on pense que si les lois existent, elles vont s'appliquer sur le terrain de façon automatique. Et ça, comme anthropologue, ça m'a toujours fasciné parce que il y a vraiment une marge entre l'adoption d'une loi et les pratiques des gens sur le terrain. Hein. Il y a des lois qui empêchent je veux dire, de faire des homicides, il y a quand même des meurtres. Il y a des lois qui empêchent l'agression sexuelle, il y en a quand même. Donc bref, avant qu'il y ait des changements de pratiques dans les interactions des gens, ça prend des grosses réflexions sociales. Il faut qu'il y ait des mouvements sociaux même qui agissent et qui fassent des choses parce que s'il y a des zones d'impunité, il va continuer à avoir de l'abus parce qu'on vit dans une société profondément inégalitaire basée sur le pouvoir économique. Donc, ça va de soi qu'il va continuer à avoir de l'abus parce que euh, cette société-là est basée sur l'abus, en fait. Donc, quand on parle de la maltraitance envers les personnes aînées, c'est quoi ça? Et ça, cette loi-là, qui a été adoptée en 2017 et amendée en 2022, elle ne s'applique qu'au réseau de la santé et des services sociaux. RSS, that's it. Donc, CHSLD, résidence privée s'il y a des services du CLSC, soins à domicile, hôpitaux, etc. OK? Il a de la maltraitance quand une attitude, une parole, un geste ou un défaut d'action appropriée. Ça, c'est intéressant aussi, parce que la maltraitance, c'est aussi la non-action. Hein? Donc, on peut définir exactement ce qui s'est produit dans les CHSLD pendant la pandémie comme une maltraitance, parce que c'était une non-action. On a laissé les gens mourir de déshydratation et d'inanition, donc de faim, finalement. Un défaut d'action appropriée, singulier ou répétitif, se produit dans une relation avec une personne, une collectivité ou une organisation où il devrait y avoir de la confiance. Hein, on présume qu'il devrait y avoir de la confiance entre un locataire et un propriétaire implicitement, parce que c'est un contrat de gré à gré. Ça, c'est la base des rapports capitalistes, mais qui a dit ça, qu'il faut avoir une relation de confiance entre un propriétaire et un locataire? Je sais pas, mais ça fait partie des mythes sociaux qu'on véhicule encore. Il y en a évidemment des bons cas de figure, mais c'est pas garanti. Et cela cause intentionnellement ou non du tort de la détresse chez une personne adulte. Ça, c'est la définition de la maltraitance qui est adoptée dans la loi provinciale. La violence, c'est simple, la violence, c'est plus facile à reconnaître. Malmener ou la faire agir contre sa volonté en employant la force et ou l'intimidation. Hein? Signer une hausse abusive de loyer, ça serait pas de la violence, ça, contre son gré? Absolument. Maltraitance intentionnelle. La personne maltraitante veut causer du tort. Il y a aussi la maltraitance non intentionnelle. La personne maltraitante ne veut pas causer de tort, ne comprend pas le tort qu'elle cause. Bon, il y a des gens qui pourraient toujours plaider ça dans le cas d'une relation locative, mais ça serait assez étonnant. Dans des relations de soins, ça s'applique davantage, selon moi. Négligence. Ne pas se soucier de la personne aînée, notamment par une absence d'accès approprié afin de répondre à ses besoins. Les fameux bains non donnés, etc. Ça, c'est de la négligence. Mais c'est de la négligence institutionnelle. Pas parce que le préposé ou bénéficiaire veut pas donner le bain à Madame Tremblay. C'est parce qu'ils sont understaff et que le gouvernement veut sauver de l'argent, donc n'engage pas davantage de gens. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, des mauvaises conditions qui font juste renforcer le cycle de manque de personnel. Une situation de maltraitance peut inclure plusieurs types de maltraitance. L'agisme joue évidemment là-dedans. Et voilà. Il y a des violations des droits dans tous les cas. Les différents types de maltraitance. Là, c'est un peu scolaire ce que je vais vous montrer, mais c'est quand même intéressant. Puis c'est évidemment assez évident comme catégorie, mais des fois, on ne prend pas le temps d'y réfléchir. La maltraitance psychologique.
OK? C'est un bien-être, c'est une attaque au bien-être ou à l'intégrité psychologique. Donc, chantage, manipulation, humiliation, insulte, dénigrement, privation de pouvoir, menace. Quand on est du côté de la négligence, c'est vraiment le rejet, l'isolement, l'insensibilité, etc. C'est la moins visible et la moins facile à documenter et donc à faire des dossiers avec pour les amener au TAL ou ailleurs. OK? Allez prouver, vous autres, que vous êtes maltraité psychologiquement par un propriétaire qui vous parle au coin de la porte. Bonne chance. Maltraitance physique. Bon, bousculade, coups, administration inadéquate de médicaments, ça c'est vraiment plus en contexte de soins. Et en termes de négligence, là, ça recoupe un peu plus le logement parce que le locataire a quand même l'obligation de fournir un logement adéquat, sécuritaire. Donc, s'il y a un dégât d'eau, de la moisissure, etc., etc., un problème de sécurité des planches qui vont tomber, c'est de la maltraitance physique sous forme négligence. Maltraitance sexuelle, bon, on connaît ça, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on voit aussi des cas de maltraitance sexuelle dans les relations locatives. Évidemment, il y a un rapport du Conseil des Montréalaises qui est très intéressant à cet égard. Maltraitance matérielle ou financière, là, ça s'applique pas mal au niveau de la relation locative. Une obtention ou utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens ou des documents légaux de la personne, absence d'informations ou mésinformations financières ou légales. Donc, de ne pas donner aux locataires les vrais droits, de leur dire ouais, ouais, signe ça. Souvent, les aînés, c'est ça, ils sont isolés. Donc, on va leur apporter un papier, signe. Signe, sinon je te mets à la porte. Mais tu sais, évidemment, le papier en question ne respecte pas le Code civil. Mais l'affaire, c'est que tu peux toujours faire des contrats de gré à gré qui sont en dehors des règles du Code civil. Si la personne signe, la personne signe. Donc, voilà. Transactions bancaires sans consentement. Et on peut même là-dedans mettre là-dedans les fameux cas de figure des propriétaires qui refusent d'encaisser les loyers hein, pour créer des conditions de non-paiement et donc obtenir une éviction avec faute pour non-paiement, qui est très rapide à avoir. Donc, c'est une forme de maltraitance financière. Moi, ma question, c'est pourquoi on connaît tout ça, et surtout les comités logements, et pourquoi il n'y a aucune sanction légale contre les propriétaires. C'est comme s'ils étaient sacro-saints et qu'on ne pouvait rien faire contre eux. Parce que quelqu'un ferait ça dans le cas avec, je sais pas moi, une compagnie de gazon viendrait voir une personne âgée, il dirait hey, ça va te coûter 1000$ pour la saison, la personne est un peu en démence, elle se ferait pogner, criminel. Tu sais, probablement serait amenée au criminel ou en tout cas aurait des gros problèmes. Mais dans le cas d'une relation locative, on dirait que c'est l'impunité totale. Euh, Maltraitance organisationnelle, là, ça s'applique vraiment plus en institution. Là. Des conditions pratiques qui excluent les personnes aînées des prises de décision, le non-respect de leurs choix, etc., etc. Mais ça peut s'appliquer dans les logements sociaux communautaires, les OBNL, les coops, les HLM. Bon, l'agisme, c'est un peu l'oppression générale qui chapeaute tout ça. Et finalement, ça termine en violation des droits. Hein? Une forme de violation des droits, de négligence, c'est la non-information ou la mésinformation. Ne pas porter assistance dans l'exercice de ses droits, la non-reconnaissance des capacités, le refus d'offrir des soins ou des services, bref. Euh, Moi, j'ai été assez surpris de voir à quel point toutes ces définitions-là s'appliquent assez bien à la relation locative. L'autre cours, puis là, je suis en train, demandez-moi pas trop de réponses précises parce que je suis en train de faire l'étude dans le cadre de mon troisième postdoctorat au CREMIS avec Nicolas Salé, l'étude approfondie de la jurisprudence et des entrevues que je vais faire aussi, autour du fameux article 1902, soit le recours en harcèlement au TAL. Et puis là, j'espère que dans la discussion, les gens de comité logement, vous allez pouvoir nous parler si c'est efficace ou pas, ce recours-là. Mais le locataire ou toute autre personne ne peut user d'harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte le logement. Donc, quelque part, c'est écrit qu'il ne faut pas faire ça. Le locataire, s'il est harcelé, peut demander que le locataire ou toute autre personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des dommages et intérêts punitifs. Donc, c'est encore victim burden, comme on dit en anglais, c'est à la victime de faire les recours.
Et les résultats sont pas si intéressants. Je vais vous présenter quelques données. Euh, Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages d'intérêts punitifs, cela n'a pas excédé en valeur ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. OK? Les dommages punitifs se situent entre 1000 et 3000. Dans certains cas, une indemnité supérieure à 5000 a été attribuée au locataire harcelé. Là, la question c'est, est-ce qu'une personne aînée, semi-analphabète, isolée, qui vit des problèmes de logement avec une maladie chronique, va entreprendre les démarches légales qui vont être longues, qui vont devoir demander une grande preuve. C'est ça que je vais aller voir dans la jurisprudence s'il y a des aînés qui l'ont fait ça, puis si oui, peut-être les interviewer, mais pour 3000 pièces vraiment, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens sont intéressés par ça. Donc, si la seule menace qui pèse sur les locataires pour ne pas finalement faire du harcèlement, c'est ou se retrouver au TAL avec une amende de 3000 $, ben ça les empêchera pas de le faire parce qu'ils peuvent évidemment gagner bien davantage en un mois ou deux en expulsant la personne de façon violente ou maltraitante. Hein, ils vont refermer leur écart, ils vont mettre ça dans les charges et c'est fini. Donc, le risque qu'une personne fasse un recours en 1902 est extrêmement mince au Québec. Donc, c'est finalement, selon moi, comme analyse, ce que je fais, c'est un message pour dire, allez-y, faites-le. Bon, il y a quelques cas de jurisprudence ici, là. Une locatrice qui a été condamnée, c'est pas nécessairement des aînés ici, là, j'ai trouvé ça sur le site de la Soquige. 4000 $ en dommages punitifs. Euh, la locatrice est acharnée à vouloir pénétrer dans la cage d'escalier des locataires, à déplacer leurs souliers. Donc des invasions de domicile, ça, on voit ça souvent comme je vous ai montré tantôt. 2000 pièces. L'imposer une charge financière supplémentaire exorbitante, 2000 pièces. Tu sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller en recours pour 2000 pièces? C'est ça que je me demande. Alors, quelques exemples de cas qu'on a documentés, puis après ça, on va ouvrir la discussion parce qu'il reste 20 minutes. Janine Saint-Pierre, 68 ans. Là, c'est un mélange de mes recherches puis de la recherche qu'on vient de finir. Bon, comment vous avez géré cette période-là? Bon, avec le propriétaire, naturellement, qu'on a dit notre façon de penser, en fait, c'est ça qu'elle disait. Autant le locataire du deuxième que moi, on a dit notre désaccord avec sa façon de fonctionner. C'est là qu'il nous a expliqué que la raison pour laquelle il avait changé le logement en 4 pièces, sa volonté de donner aux autres ce que lui avait reçu. Mais sinon, pour ceux qui sont demeurés, une fois qu'on a eu l'invasion de logement, parce qu'il a fait une invasion de logement, pour ceux qui sont demeurés là, on a quand même fait attention de continuer à être amical. On n'a pas besoin de se les mettre à dos. Donc, une situation tendue, visiblement, où il y a une certaine violence dans l'air, là. On était toujours attentif à ce qu'il pouvait y avoir comme bruit, ce qu'il pouvait y avoir comme situation. Fait que, tu sais, en tout cas, on faisait tout ça de façon calme, on faisait attention, on était attentif à ce qui se passait. Attentif voulant aussi dire inquiet. Maltraitance sur papier, là, ici. On continue. Jacqueline Beausoleil, toutes les pressions que ma propriétaire m'a fait vivre. À un moment donné, il y a le robinet de la salle de bain, je l'appelle. Elle vient parce qu'elle vient qu'il y a une réparation à faire. Elle me dit toujours avant de partir, éventuellement, je vais à votre logement. En 43 ans, en 30 ans, disons, j'ai entendu ça au moins 10 fois. Madame Poisson, 68 ans, c'est illégal, complètement illégal, et essayait de me faire croire qu'il renouvelait pour loger sa mère. Tout ça, c'était pas vrai. Fait que ma fille et moi, on s'est mis sur le dossier, on a fait enquête. On a vu que ça faisait 2 ou 3 fois qu'il faisait ça. Il y avait des dossiers à la régie. On a monté un dossier. Il nous a conté des mensonges. Il a commencé à démolir pendant que j'étais là. Ça, c'est souvent une tactique courante. Sans permis. Fait qu'on avait tout pour mener le dossier. Je voyais bien que c'était pas possible. J'étais pas pour rester là. Mais, malgré le fait qu'elle avait un dossier, je voulais pas aller à la régie parce qu'à la régie, il t'accorde rien. Il m'aurait accordé 3000. Fait qu'elle a préféré s'entendre à l'amiable. Fait que le non-recours au droit est un gros problème. Surtout quand les pouvoirs publics disent que, ben oui, il y a une loi qui les protège, il y a des recours juridiques. Mais dans les faits, ça veut pas dire grand-chose. Bon, ça commence à virer fou. Euh, L'article du 959.1, ce que nos collègues ont trouvé, sur 51 000 quelques dossiers au total entre juin 2016 et juin 2022, il y a eu 24 000 expulsions pour non-paiement. Hein. On le sait que c'est le fast track pour le non-paiement. Le TAL, c'est une machine à expulser le non-paiement. 1970 reprises.
et seulement 123 dossiers impliquant l'article 1959.1. Euh, pour 63 cas, ça n'a pas empêché l'expulsion parce que le critère du revenu n'était pas rencontré, le critère de la durée d'occupation n'était pas rencontré, le critère de l'âge n'était pas rencontré, ou les explications s'appliquaient, les exceptions s'appliquaient. Donc, en gros, c'est 61 dossiers, 60 dossiers, bon, qu'on peut documenter que des gens ont été protégés. Mais dans les faits, comme on a documenté également, c'est que même si une personne est protégée, ça n'empêche pas le propriétaire de la harceler au quotidien et d'obtenir son départ réactif de cette manière-là. Donc, la prochaine personne qui vous dira oui, mais il y a une loi, il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Hein? Donc, recommandation rapidement, peut-être élargir 1951 encore davantage, peut-être faire un moratoire total sur l'éviction d'aînés. Il faut renforcer les recours pour 1902, des logements sociaux et communautaires pour sortir les aînés précaires du parc locatif privé qui est une jungle. Mieux outiller la première ligne en santé pour repérer ces situations-là, ce que moi j'essaie de faire en ce moment, aussi au centre-sud et à la santé publique. Et faire des états généraux sur le vieillissement pour que ce problème-là soit davantage connu. Il y a sûrement d'autres solutions, là, évidemment. On pourrait en parler longtemps. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Et puis on peut passer à la discussion. Je vais juste gérer mon chat 2 secondes. Merci beaucoup, Julien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez aussi les écrire dans le chat euh, pour si vous n'avez pas de micro ou si vous préférez que je lise vos questions. Ben, je peux peut-être commencer pour briser la glace, Julien, puis on va laisser la discussion s'animer. Moi, au moment où tu as un peu expliqué la pression au déplacement, le déplacement indirect, puis après, tu nous l'as un peu stipulé dans les formes de harcèlement ou les choses que les locataires, locatrices aînés vivaient. Tu as un moment mentionné la question des transformations des quartiers et notamment du rôle de la youssification. Alors, je ne sais pas si ça s'est traduit en français dans les études urbaines, mais de cette idée où on attire de plus en plus des jeunes actifs, des jeunes diplômés, des populations qui auraient en dessous de 35 ans, mettons. Mhm. Et est-ce que tu sais si au niveau municipal, par exemple, les plans pour une ville bienveillante envers les aînés et les plans justement qui attirent ces jeunes vers la ville sont des services qui communiquent ou pas du tout, où il y a une espèce de non-volonté de communication alors que ce sont deux échelles, enfin un peu les deux bouts de la vie sociale. Puis est-ce que tu as eu vent de programmes qui regarderaient ces deux questions-là en parallèle ou absolument pas? Non. Non, non, non. Non, parce que, en fait, ce qui se passe dans les quartiers centraux, c'est qu'on est en train à Montréal, de devenir les endroits au Québec où il y aura le moins de personnes aînées en proportion de la population générale du quartier. On s'en va vers du 26% à l'échelle de la province. Et pour, mettons, le plateau Mont-Royal, on s'en va vers du 13-14%. Donc, la proportion relative des personnes âgées diminue dans les quartiers centraux, mais il n'y a même pas mention de ça dans les plans d'action municipaux. Là, c'est comme si le maintien dans les lieux, en termes de logement, ben, c'est pas du municipal, on envoie ça au provincial et basta. Tu sais. Euh, donc, c'est pas conceptualisé, c'est pas réfléchi tout le temps. Ah oui, le réclac qui a la main levée, je ne sais pas qui est derrière le réclac. Euh, C'est Allô? Martin. Ok, allô Martin. Bonjour, Julien, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Je vais premièrement juste commenter là où tu souhaitais qu'on dise un mot ou deux, c'est-à-dire sur l'article 1902 sur le harcèlement. Ce que je dirais, c'est que c'est très difficile à faire la démonstration d'un harcèlement. Ça demeure quand même quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et en plus, euh, donc, il y a l'aspect légal, technique de le démontrer. C'est pas évident. Mais il y a aussi l'aspect humain, comment le dire?
En fait, quand on est une personne qui a des critères de vulnérabilité, qui est vulnérable, là, comme comme tu montrais au début, c'est pas facile de rester dans une situation de harcèlement parce que le harcèlement, il faut qu'il soit répété pour que ce soit prouvé comme étant du harcèlement. Il faut que ça soit régulier et répété. Donc, on imagine la personne qui le subit doit subir ce harcèlement répété et régulier pendant un certain temps jusqu'à temps que la cause se fasse entendre. Donc, c'est une situation impossible pour les personnes qui sont là-dedans. Ou alors, faut que l'épisode de harcèlement soit tellement grave, euh, sans qu'il y ait nécessairement de répétition, on va le considérer comme du harcèlement, même s'il n'y a pas de répétition à cause de la gravité des gestes posés. Fait que, tu sais, si on imagine les personnes qui sont dans ces situations-là, soit des épisodes extrêmement graves, ou alors des épisodes qui se répètent à chaque semaine ou de façon régulière, on peut imaginer que le recours n'est pas vraiment une solution parce qu'on doit attendre de nombreux mois avant de faire entendre sa cause, si ce n'est pas plusieurs années. Je pense que c'est Martin Gallier, qui n'est pas au reclac en passant. C'est Martin Gallier qui a démontré que ça te fait prendre de nombreuses années pour résoudre une cause où il y a du harcèlement. Donc, ce n'est pas tellement une solution, mais ça peut être intéressant de regarder la jurisprudence, ne serait-ce que pour voir un peu là, de quelle façon on peut soutenir les locataires dans cette situation-là, quels sont les recours que les locataires ont, parce que c'est quand même des situations très graves. Ce que je dirais, là, sans vouloir m'étendre sur le sujet, c'est que je trouve que tu avais un excellent commentaire de dire que c'est basé sur la victime. Donc, c'est basé sur la personne c'est un recours, que c'est la personne qui est victime de la situation qui doit avoir tout le fardeau de faire valoir ses droits. Et je pense que ça prend des mesures plus automatiques que ça, dont par exemple, je vais parler pour la paroisse, là, mais il peut y en avoir d'autres, mais au RECLAC, on demande que tous les projets de reprise, tous les projets d'éviction, tous les projets de rénovation, que tous ces projets-là qui sont utilisés de façon majoritaire par des propriétaires comme des tactiques pour déloger les locataires, que tous les projets passent par le tribunal. Et c'est le tribunal qui va avoir le soin de départager le vrai du faux et non pas les locataires. Et les locataires ne verront pas des avis de reprise ou d'éviction ou de rénovation ou autre comme une menace bien sentie qu'on va perdre son logement. Ça serait juste, bon, ben, on verra bien comment le tribunal va faire. Enfin, c'est mais vraiment, je trouve que ton observation comme quoi c'est basé sur la victime, je la trouve comme étant tout à fait juste par rapport à ce recours. Il faut Merci. inverser le fardeau. Il faut inverser le fardeau. Donc, Merci. Il y a une question dans la discussion, Julien. Est-ce que tu veux la lire ou est-ce que tu veux que je la lise? je ne vois pas de questions. Est-ce que les juges ou préposés du TAL sont formés sur la question de la maltraitance ou le harcèlement chez les personnes âgées? C'est Sylvain Dubé qui pose cette question. Bonne question. Je le sais pas, mais ça m'étonnerait. Ça Pour ça, m'étonnerait. j'ai écrit naïf, question naïve. Hey, non, c'est une excellente question, en fait. Euh, c'est ça que je dois voir dans l'étude que je fais en ce moment, là, mais si quelqu'un sait cette affaire-là, j'imagine qu'ils ont des formations de temps en temps là, pour essayer de comprendre les problèmes sociaux. Mais après ça, je penserais Euh, Si je peux me permettre un petit complément d'information, moi je suis dans le coin de Matane, là, dans le coin de la Gaspésie. Et c'est pas un phénomène de maltraitance mais dans les faits, les petites RPA, les petites résidences là, ferment. pas. Ouais. Depuis la pandémie, on a presque, je crois, 40% des petites RPA qui ont fermé depuis, et surtout avec le renforcement des mesures, exemple, incendie et tout, là, ce qui fait qu'on assiste les deux mains liées à une concentration vers les conglomérats bâtisseurs, Chartwell et compagnie. Et on a vraiment deux mondes, des gens qui, faute de solution, s'en vont vers ces hôtels-là, versus qui a les mouroirs.
que j'appelle affectueusement les fins de vie, où là, il n'y a même plus de place ou près. On a un clash, là. Il y a pas de. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est de la maltraitance ou du. Puis, c'est bien beau se dire c'est le gouvernement, mais même du point de vue local, c'est pas compliqué. C'est comme si on ne veut pas le savoir, qu'on a une forte densité de population en région vieillissante, parce que ceux qui avaient le moyen ont réussi à se faire quelqu'un des grandes villes après la pandémie. Ils sont rendus chez nous, là, mais il n'y a pas plus de services. Maltraitance ou. Bon, c'est ce que j'avais à dire. D'où ma question naïve si le tribunal sont formés un peu comme le harcèlement sexuel dans d'autres secteurs de problématiques. Est-ce qu'ils sont formés pour savoir la notion des personnes âgées, comment ils peuvent se défendre ou carrément qu'ils n'ont pas de service pour être défendus dans des situations comme ça? Ben, tu sais, à la base, il n'y a pas grand-chose qui se rend au tribunal. Plus ce que vous dites, ben, c'est le constat général qu'il manque une vision d'ensemble là, pour l'habitation et le vieillissement au Québec. Parce qu'en fait, la solution québécoise, ça a été de dire allez-y, les 5 gros conglomérats de RPA qui font 15 milliards de chiffre d'affaires. Prenez prenez la part de marché, allez-y gaiement. Et on a le plus haut taux de gens en RPA au Canada, 7,5% des personnes âgées. Donc, tout l'entre-deux, il n'est pas là. Euh, c'est ça. Il y a d'autres questions. Ici, Ufologie, Mauricie. Après ça, il y a Camille. Pourquoi la police ne veut pas intervenir dans le cas de harcèlement? Ce qu'ils m'ont dit, la police, la SQ ou même les polices locales, ben, c'est que pour que ça soit dans le code criminel, il faut quasiment qu'il y ait des voies de fait, sinon ils ont d'autres choses à faire. Et du harcèlement criminel, ce que je suis allé lire tantôt, justement, relire la définition, c'est vraiment comme quelqu'un qui te suit là, à la maison, puis quasiment qui fait de la diffamation, etc. Donc, des situations légères là, de harcèlement psychologique, c'est comme si ça rentrait pas dans leur dossier. Il y avait Camille ici. Allô? Oh, pardon. Ça, c'est moi qui n'avais pas ouvert la caméra ici. Bonjour. Moi, je travaille à l'œil, puis je me demandais, en fait, c'était pour rebondir sur ce que Sylvain venait de dire. Je me demandais si, justement, dans un peu l'étude, puis dans les projets de recherche, il n'y avait pas un lien qui pourrait être fait, justement, entre la violence envers les aînés et la spéculation, en fait, immobilière, qui fait en sorte, justement, qu'il y a des petites RPA qui ferment et aussi, ben, qui sont là pour vraiment faire d'argent. Bref, autant pour les RPA que pour justement les propriétaires privés. Oui, oui, en fait, c'est la base de toutes ces recherches-là. Là. La spéculation immobilière n'a pas le choix de passer par la violence contre les locataires aînés pour réaliser ses objectifs de profit, en fait. C'est ça qu'on dit. C'est que quelqu'un qui est dans un 4,5 à 3 fois en dessous du marché, ben, c'est une entrave à la maximisation du profit. Puis même des gens bien pensants ou de gauche là, qui s'achètent un triplex à 1,3 million, puis qu'il y a une personne aînée dedans, puis que ben ils font le calcul, puis ils se rendent compte que là, il leur manque 700 pièces par mois pour payer leur hypothèque à taux variable, etc. Fait qu'ils sont obligés de la mettre dehors. Ils sont obligés de la mettre dehors, mais c'est ça, la spéculation, l'augmentation exponentielle des prix de l'immobilier, puis tout ça, fait que pour être rentable, ils peuvent pas, comment dire, s'encombrer de loyers trop faibles par rapport au prix du marché. Puis c'est la même chose dans les RPA. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, mais tu sais, en fait, ça prend. C'est que sans. Ben, on dit qu'il n'y a pas d'aide financière du gouvernement, c'est complètement faux parce que le crédit d'impôt pour maintien à domicile s'en va en grosse partie aux grandes RPA. Mais il manque d'appui pour les petites. Il y a eu plusieurs projets là, pour les transformer en OBNL, etc. La CAQ n'a rien voulu savoir. Voilà. Martin, je pense que tu as une main levée encore. Bref.
Euh, c'est ça. C'est que c'est les impératifs du marché qui sont prioritaires, en fait. C'est ça qu'on remarque. Ça sera sur le, pour répondre à la question de où sera-t-il possible de trouver l'enregistrement, ce sera sur le site du Crash. On a une chaîne YouTube qui est référencée Écho du Crash. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Je pense qu'on a fait le tour. Merci infiniment, Julien. C'était vraiment extrêmement intéressant. Bravo pour toutes ces recherches qui sont nécessaires vraiment, je pense, plus que jamais encore. Et on vous remercie aussi d'avoir été nombreux et nombreuses présentes à écouter ce premier écho du Crash version 2024-2025. On a une belle programmation qui s'en vient pour le reste de l'année, donc on espère vous revoir au mois d'octobre. Voilà, bonne Merci. journée. Merci Julien. Merci à tout le monde. Ouais. Et bonne chasse pour ceux qui vont à la chasse. Mm, mm. Bye bye. Bye.